Bonjour, ici Laurence Tisdal, président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. On est en train de commencer ici un deuxième volet. On a fait une première partie où est-ce qu'on a parlé sur c'est quoi l'évolution, le modèle évolutionniste, le modèle créationniste, et on a parlé d'une équation pour les décrire. Maintenant, on va rentrer dans les détails de comment on peut appuyer le modèle créationniste avec des faits scientifiques. Donc, ça sera basé sur l'observation pour démontrer que la théorie est vraie et non de commencer avec une théorie et finir avec les observations. 4 points qu'on va regarder sur l'origine de la vie. 4 lois, 4 constats dans la science qui appuient le modèle créationniste. Parce que les évolutionnistes vont dire « Ah, vous faites juste critiquer l'évolution, mais qu'est-ce que vous avez à présenter? » Mais je vais vous présenter 4 points qui appuient le modèle. Premier point, la loi de la biogenèse. Deuxième point, ça va être la deuxième loi de thermodynamique. Le troisième point, l'origine de l'information. Et le quatrième point, la complexité irréductible. Vous dites, ouf, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est très, très simple. On va l'expliquer, vous allez voir, vous allez tous comprendre. C'est un niveau de science qui est très simple. Mais avant ça, on va se poser la question que les philosophes ont perdu de leur sommeil depuis des millénaires. La question, qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Ah, ça c'est la question ultime. On finit même des films avec ça maintenant. L'œuf et la poule. J'étais dans une réunion d'affaires et on dit « Ah, mais c'est la question de l'œuf et la poule. » Et dans ma tête, je suis en train de penser « C'est-tu la bonne question? Qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf et la poule? » Si vous êtes autour de gens, je vous dis « Levez votre main, qui croit que c'est l'œuf qui est venu le premier? » Et là, levez votre main qui croit que c'est la poule. Mais en fait, la réalité, c'est qu'une poule, moi je viens d'une ferme, donc un œuf tout seul, ça fait rien. Une poule peut pondre un œuf, c'est vrai, mais l'œuf devient rien à moins qu'il y ait un coq. Ah oui, on est important, on est utile à quelque chose, nous les mâles. Donc, vous voyez, on a besoin poule et coq pour faire un œuf qui va faire quelque chose. La question n'est pas qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. La question est simplement d'où vient la poule et le coq. Point. Et comme créationniste, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'on est sûr, c'est que les premiers poules et coqs ne sont pas venus d'œufs. Ça, on est sûr. Alors maintenant, vous pouvez dormir en paix. Merci. Vous pouvez écrire à Théovox et les remercier pour le fait qu'on a solutionné cette énigme philosophique qui date de millénaires. Continuons. Dans la question de l'origine de la vie, quand on parle de biologie, on a cette citation de Cyril Barrett, qu'on va mettre à l'écran, qui est ceci. « L'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les unes et les autres, à partir des autres, par un processus naturel. » Reculons un peu. C'est une phrase du livre « Le miroir du monde » par Dr. Cyril Barrett, et pourtant, il fait un énoncé très étrange ici. Il parle du fait de l'évolution. On sait déjà qu'il croit que c'est un fait. Il le rementionne ici. Mais il dit que la vie, cellule vivante, a émergé imperceptiblement. Si c'est imperceptible, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut l'observer? Est-ce qu'on peut faire de la science? Imperceptible veut dire c'est imperceptible, on ne peut pas le voir. Je commence à aller dans le monde philosophique, là. La vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante. Non vivante? Attends. Niveau secondaire, on apprend que la matière non vivante, si c'est non vivante, ça reste non vivante. N'est-ce pas? Là, on recule loin. Là. On recule dans les années 1668. C'est assez loin pour comprendre ce concept-là. En 1668, Francisco Redi a démontré que la viande qui est laissée à l'air n'est pas en train de transformer en ver puis en mouche, parce que quand on l'isole, on le protège des mouches qui sont autour, disons, il n'y a rien qui va apparaître à part du fait qu'il va pourrir. Donc, il n'y a pas de vie qui va apparaître de la viande. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle la loi de la biogenèse, qui est la suivante. La vie vient de la vie. Je vais le répéter, c'est très important. La vie vient de la vie. Donc, la vie ne vient pas de la matière non-vie, non vivante.
Wow! C'est énorme! On vient juste de contredire depuis 1668 une phrase qui est dans un livre qui a été écrit en 2001 par Dr. Barrett. Avant, Francis Corradi, on pouvait dire, voici une équation pour créer la vie. On prendra des sous-vêtements qui sentent. On les met avec des enveloppes de blé dans un récipient ouvert. On laisse le tout pendant 21 jours. Et qu'est-ce qui arrive 21 jours après? Une famille de souris qui va apparaître de nulle part. Mais non, si on ferme le récipient, il n'y aura pas rien qui va arriver. Donc, vous voyez la problématique, c'est qu'il faut contrôler l'environnement. Et là, on aperçoit, la vie vient juste de la vie. Le grand scientifique Louis Pasteur a continué les recherches sur ce point-là et a publié en 1859, la même année que Darwin a publié L'origine des espèces, la première édition, Louis Pasteur en France, en Paris, il démontre que ce modèle-là, que cette loi-là, la loi de la biogenèse, la vie vient de la vie, est valide aussi au niveau microbiologique, donc au niveau des bactéries. Parce qu'on commençait à avoir des microscopes qui étaient meilleurs, on voyait la vie bactérienne, on ne savait pas que c'était à l'intérieur, mais on voyait que c'était quoi. Et là, il dit, mais non, s'il n'y a pas de vie, ça ne deviendrait jamais vivante. En fait, je peux vous donner des bactéries mortes et vous n'êtes pas capable de les ressusciter. Puis tous les morceaux sont là. Donc, la vie prend la vie. La loi de la biogenèse, vous avez déjà assez, juste avec ça, c'est assez pour défaire toute idée que la première cellule est arrivée par des manières naturelles. C'est fini. Mais on va continuer. Donc, le deuxième point, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est deuxième, c'est quand même, on peut se rappeler, c'est la deuxième, mais c'est quoi thermodynamique? Mais divisez le mot un peu, puis on va voir que thermo, on a des thermos, qu'est-ce qu'on fait dans le thermos? On met du café, pourquoi? Parce que ça garde au chaud. Donc thermo a du rapport avec la chaleur. Dynamique, c'est le mouvement. Hein? Pensez à un enfant de 4 à 6 ans, ça bouge tout le temps. Donc thermodynamique. Alors, il y a des lois autour d'expliquer le mouvement de chaleur dans l'univers. Et ce qu'on remarque avec le mouvement de chaleur et toute équation, c'est qu'il y a perte de chaleur. En fait, si je vous montre une maison, la maison va aller toujours dans un sens avec le temps. Il va dégrader. Vous pouvez dire que vos corps aussi vont dégrader avec le temps. C'est tout à cause de la méchante deuxième loi de thermodynamique. Vous êtes en train de vieillir à cause de la deuxième loi de thermodynamique. Okay? Chaque réaction qui se fait dans votre corps, vous avez même besoin des enzymes pour essayer de ralentir cette loi-là, puis pour qu'on puisse continuer à survivre. Parce qu'on voit comment le corps se décompose rapidement quand quelqu'un meurt. Alors, cette loi est partout dans l'univers. Sir Isaac Asimov, il va le décrire comme ceci. C'est un athée, c'est un évolutionniste, mais il va décrire la deuxième loi comme ceci, et je crois que c'est une bonne description. Il dit, on pourra également formuler la deuxième loi ainsi, l'univers est de plus en plus désordonné. Vu sous cet angle, cette deuxième loi peut s'appliquer à nous-mêmes. En fait, il suffit, dit Isaac Asimov, de ne rien faire et tout se détériore, s'effondre et s'use tout seul. C'est là l'essence même de la deuxième loi. C'est clair. Tout va vers le désordre. En fait, quand mon fils, quand il était ado, a appris cette loi-là, il m'a dit que c'est la raison pourquoi sa chambre était en désordre. C'était parce que c'est une loi universelle. Je lui dis, oui, c'est vrai, mais vous l'accélérez d'une manière exponentielle. Mais cela étant, on nous apprend à aller à l'inverse de cette loi de thermodynamique. Il y en a des personnes qui vont dire que cette loi s'applique seulement dans un système fermé. Qu'un système ouvert, ça veut dire où est-ce qu'on pourra remplacer l'énergie qui est perdue par d'autres énergies, ferait que la deuxième loi ne s'appliquera pas. Okay. Premièrement, ce n'est pas complètement vrai. La deuxième loi s'applique en tout temps. La question, c'est est-ce qu'en remplaçant l'énergie, on a assez pour contrefaire qu'est-ce que la deuxième loi cause, cette perte d'énergie. OK, donc on a perdu de la chaleur utile. En remettant de la chaleur, est-ce qu'on est rendu à la même place qu'avant? Généralement, non. Je peux vous donner un exemple. On vieillit, donc on vieillit, nos cellules vieillissent, on a des plis, on a des rides, etc., toutes sortes de changements physiologiques dans notre corps avec le temps. Si je m'approche du soleil, j'aurai beaucoup plus d'énergie.
Mais est-ce que je vais arrêter de vieillir? Non, je vais cuire. Donc, c'est très important de faire la différence. Juste avoir de l'énergie de l'extérieur, ça aide rien. Et de toute manière, si on considère l'univers dans sa totalité, c'est un système fermé. Parce que c'est tout ce qui existe. Donc, oui, au niveau physique, plus au niveau minéral, on peut avoir des exemples où est-ce qu'on va chercher de l'énergie pour contrefaire, mais très différent la vie minérale et la vie biologique. Ce n'est pas la même chose de tout. Donc, deuxième loi de thermodynamique. En fait, on dit, Sir Arthur Eddington, il va dire ceci, cet astrophysicien, il dit, si l'on découvre que votre théorie ne respecte pas la deuxième loi de thermodynamique, je ne peux vous donner d'espoir, elle est vouée à l'échec et à l'humiliation la plus profonde. Pourquoi c'est important? La création, on commence avec perfection et on diminue à partir de la perfection. Donc, on commence ordonné, on s'en va vers désordonné, exactement comme la deuxième loi va dire. L'évolution, on a besoin de commencer avec le désordonné, l'hélium, et arriver à l'humain qui est l'extrême ordonné. C'est l'inverse. La deuxième loi va défier chaque étape, tout le long. Pourquoi proposer un modèle qui va à l'encontre des bases de la science pour expliquer la vie? Pour moi, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. Donc là, nous avons vu 2 points qui touchent à la question qui appuie la création. La vie vient de la vie, la loi de la biogenèse. La deuxième loi de thermodynamique, tout va vers le désordre. Là, on va regarder une troisième. Cette troisième, je l'appelle l'origine de l'information. La vie est faite d'informations. En fait, comme quelqu'un qui est dans la génétique, il va dire, vous êtes juste l'expression de vos gènes. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Il y a des variations face à l'environnement et l'épigénétique, mais ultimement, c'est vos gènes qui dictent comment vous avez l'air. Ces gènes sont de l'information. C'est vraiment comme un code informatique, un programme informatique qui dit commence à coder là, finis de coder là, et là, prends ça, amène-le dans part, puis le recoder. La façon que ça fonctionne dans la cellule, vous avez le code, le fameux code ADN en 2 morceaux qui va s'ouvrir avec un enzyme. En fait, il y a plusieurs machines pour faire ça, qui vont s'ouvrir. Il va copier une image miroir parce que lui, c'est dans le noyau. Il va sortir l'image de qu'est-ce qu'il a besoin. Comment il sait qu'est-ce qu'il a besoin, ça c'est toute une autre histoire. Mais il va sortir cette partie de code, besoin pour une protéine, disons, pour une partie de ton nez. Je ne sais pas. Et il sort du noyau, et là, il va falloir qu'il soit... Donc, il y a une sorte de messager qui va l'amener. Et après ça, il faut qu'il soit transformé pour que ce code soit transformé dans une protéine. Tout ceci implique plusieurs moteurs et machines, facilement 7 à 10 machines, pour être capable de faire ça. Même le noyau a un contrôle. Quand il arrive au contrôle, il ferme, il accepte juste que si c'est la bonne chose qui passe. Il y a 3 systèmes pour corriger le code, pour pas qu'il change, pour essayer de corriger les erreurs, pour pas avoir de mutation. Et on arrive et on va produire la protéine et on va l'acheminer à la place nécessaire dans le corps pour éventuellement réparer ton nez, par exemple. Alors, l'information a toujours une source de l'extérieur. L'information initiale. On peut le comparer à un CPU. Le cerveau d'un ordinateur, il faut qu'il soit précodé. Sans ça, ton ordinateur, il ne fait absolument rien. C'est tellement critique, cette question d'où vient l'information, que c'est clé, qu'on va vite comprendre que c'est clé à la question de d'où vient la vie. Parce que la vie, c'est l'information. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer d'où vient l'information, votre théorie, elle ne tient pas debout de tout. Quand on a un auto, il y a une certaine quantité d'informations. On peut enlever des parties. Mais on sait que j'ai jamais vu un auto, un moteur, qui se crée tout seul. Il a été créé. L'information vient de l'extérieur du moteur. Vous me suivez? Juste comme notre code génétique, le code doit venir de l'extérieur du système. Comme créationniste, je dis, mais c'est normal. C'est un créateur qui a créé ce code-là, qui l'a écrit et a créé la première cellule. Là, ça fonctionne. Mais de dire que le code génétique s'est créé lui-même, wow! C'est comme dire que le papier et l'encre qui font la base d'une revue sont responsables pour qu'est-ce qu'on lit dans la revue, sans journaliste. C'est pas réaliste. Donc, on a déjà passé 3 points. On va faire le 4e.
et le dernier des points qu'on va faire aujourd'hui, sur la question de les concepts scientifiques qui appuient la création. Donc, la première, si vous vous souvenez, c'était la loi de la biogenèse, la vie vient de la vie. Deuxième loi thermodynamique, tout va vers le désordre. Troisième, d'où vient l'information? Et ça vient toujours de l'extérieur du système. Comme un programmeur qui fait un programme, un code. Dernier, c'est la complexité irréductible. Donc, si je vous montre ce diapo, on voit une maison, un gratte-ciel, et je vous demande, qu'est-ce qui est plus complexe? La maison, la gratte-ciel? Il y en a qui vont dire maison, il y en a qui vont dire gratte-ciel. En fait, c'est probablement le gratte-ciel, parce que c'est comme multiples maisons et qui crée une complexité en soi-même qui est supérieure à celui de la maison. Et normalement, les gens sont capables de comprendre ça sans aucun cours universitaire. On est préprogrammé pour reconnaître le créateur dans sa création, si vous voulez, ou la signature d'un créateur. On est préprogrammé. On n'a pas besoin d'un cours spécial. On peut, si vous savez, aux États-Unis, vous avez vu la falaise où est-ce qu'ils ont comme sculpté 4 têtes de présidents. Je pense qu'il y en a une tête qui a été endommagée, mais voilà. Il y a, disons, 4 têtes. Quand vous passez en train, vous voyez ça. Vous vous dites jamais, oh, quelle belle formation géologique qui a pris des centaines de millions d'années à former pour faire exactement 4 têtes comme des présidents des États-Unis. Non, non, non. Vous savez tout de suite que l'intelligence a façonné les roches pour donner des faces humaines sur les roches. C'est simple. Donc, on est préprogrammé pour reconnaître le Créateur. C'est une des raisons pourquoi la Bible dit en Romains 1 qu'ils sont donc inexcusables, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Créateur, ils ont adoré la création au lieu de le Créateur, ou la créature au lieu de Créateur. Donc, parce qu'on a été créé pour reconnaître le Créateur et d'avoir une relation avec lui. C'est quoi la complexité biologique? Vous voyez à l'écran, à gauche, une trappe à souris complexe, puis à droite, une trappe à souris beaucoup moins complexe. Un chat comparé à une souris d'ordinateur. Donc, on va regarder les trappes à souris. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'ici, j'ai une trappe à rat. Et dans cette trappe à rat, on a quelques morceaux. On a tige, ressort, la clampe, on a le morceau de bois, on a peut-être la place pour l'appât. Et ceci va attraper des rats ou des souris. Il n'y a personne qui va suggérer que ces 5 morceaux sont arrivés ici par hasard avec beaucoup de temps. Non, ils vont dire que ces quelques morceaux, parce qu'ils sont interdépendants et fonctionnels, sont le résultat d'intelligence. Si on enlève la planche, ça ne fonctionne pas. Si on enlève la tige, ça ne fonctionne pas. Si on enlève le ressort, ça ne fonctionne pas. On n'attrapera pas la souris. D'ailleurs, pour moi, c'est une grande énigme. Comment mes amis évolutionnistes peuvent dire que 6 morceaux, ça c'est intelligence. Des trillions de morceaux, ça c'est par hasard. 6 morceaux, c'est intelligent, mais des trillions, 1000 milliards de morceaux qui fonctionnent ensemble, système reproductif, vasculaire, musculaire, on peut continuer longtemps, oculaire. Ça, c'est le hasard. 6, c'est intelligence. Trillions, pas d'intelligence. Pour moi, c'est pas logique. On enseigne ça à nos universités, ça fait peur un peu. Tout ça parce qu'on ne veut pas croire, on ne veut pas mettre Dieu dans l'équation. Donc, on va regarder un peu plus sur le niveau biologique. Ça, c'est une analogie qui est très facile à comprendre. Mais au niveau biologique, comment on peut parler de complexité irréductible? Une complexité qu'on ne peut réduire et le garder fonctionnel. Bon. Il y a ce qu'on appelle des flagelles bactériens. C'est des hélices sur des bactéries. On peut parler d'un E. coli, une bactérie qui a peut-être 200 de ces hélices qui sont comme des queues qui tournent jusqu'à 100 000 révolutions à la minute et qui arrêtent sur un quart de tour pour tourner dans l'autre sens. C'est toutes sortes de caractéristiques qu'on veut voir. Il ressemble beaucoup à une perceuse qu'on utilisera pour percer, mais le fonctionnement, c'est un peu comme une perceuse. Naturellement, il faut quelque chose pour contrôler les hélices, parce que si vous avez 200, imaginez, c'est un peu comme un sous-marin. Et vous avez des hélices partout, pas juste en arrière. Alors, il va falloir une sorte d'ordinateur, il va falloir un système pour contrôler quelles hélices vont partir à quel moment, sinon vous n'allez pas chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher. Et surtout, cette bactérie a aussi ce point-là. Alors, si on regarde, il y a un système de communication dans le réseau,
Et je vais vous l'expliquer de la manière que ça a été dit en 2005 par Howard Berg. Il dit ceci. Le moteur flagellaire est muni de plusieurs pistons et d'une relation originelle vitesse-torque. Vous m'avez déjà perdu. Ah, ça se peut, ça. Et ça va juste devenir plus complexe. Qui aurait imaginé des complexes récepteurs? Il va falloir qu'ils mesurent ce qui est dans l'environnement, qui comptent les molécules et qui effectuent des comparaisons temporelles. L'activation d'un signal diffusible qui coupe les récepteurs avec le flagelle. Un moteur rotatif réversible qui propulse des hélices à vitesse variable. Des générateurs de force, des rotors, des arbres de transmission, des bagues et des joints universels. Un système d'une sensibilité prodigieuse, dont l'amplification est générée par des interactions récepteur-récepteur. Vous dites, fou, c'est trop. Mais là, on ne parle pas de la bactérie, on parle juste des hélices. Si on veut le mettre plus simple, on peut le comparer comme décrit ici en Nature Science Update. Il dit ceci. Il fonctionne comme un pile, bouge comme une hélice de bateau, possède un engrenage réversible afin de pouvoir tourner dans les deux sens, et c'est sous le contrôle de l'information de l'environnement. Ce sont des fonctions biologiques dans leur forme la plus simplifiée. Il y a déjà 60 morceaux. Attends, c'est la plus simple. Ça veut dire que toutes ces explications super complexes, là, ça c'est le plus simple de ce que je peux vous trouver en biologie. La vie. On est loin de la vie, on est juste en train de parler un petit morceau qui fait déplacer la bactérie. On ne parle pas de la bactérie même, qui est comme une cité, avec des usines, avec des systèmes de déchets, avec des systèmes pour enlever les déchets, des systèmes pour transférer l'information, et c'est des livres complets. Moi, je parle juste de l'hélice, et déjà, c'est une complexité inouïe. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas enlever aucun de ces morceaux-là et le garder fonctionnel. Et s'il n'est pas fonctionnel, la bactérie va mourir parce qu'elle n'est pas en train de voyager dans l'environnement pour chercher qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre. Donc, c'est une complexité irréductible. Et quand on a une complexité irréductible, ça veut toujours dire « j'ai été créé ». Toujours. On peut aussi parler de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie dans la cellule qui est aussi créée par un moteur qui a 9 morceaux. Encore là, c'est un moteur dans la membrane qui contrôle tout. Et l'énigme dans ça, avec l'ATP, c'est que le code génétique a besoin de l'ATP pour être capable de se reproduire, mais l'ATP n'existe pas à moins que le code génétique a créé l'ATP. Donc, vous voyez, il y a une sorte de cercle là. On ne dira pas l'œuf et la poule, vous savez, cette expression-là, on l'a fini. Là. Il n'y a plus d'œuf et poule, poule et coq. Hein? Donc, mais c'est une tautologie, c'est un cycle, un cercle de raisonnement. On ne peut pas avoir l'ATP sans l'ADN et on ne peut pas avoir l'ADN sans l'ATP. La seule conclusion raisonnable, c'est que les deux ont été créés en même temps dans un système fonctionnel de point 0, ça fonctionnait tout de suite. C'est la seule possibilité qui est raisonnable pour l'ATP. Donc, pour conclure, l'origine de la vie, pour le moment, je vais citer Francis Crick, celui qui est un des co-découvreurs de la forme de l'ADN. Il dit ceci. Pour le moment, si nous considérons le nombre de conditions nécessaires pour que la vie prenne naissance, l'origine de la vie a toutes les apparences d'un miracle. Absolument! C'est un miracle. Et mon dernier diapo, je vais mettre une liste, une longue liste de créationnistes qui sont les pères des branches de sciences. Les branches comme l'ichthyologie, l'informatique, chimie dynamique des gaz, minéral optique, thermocinétique, entomologie, électromagnétisme, et je peux continuer. Génétique, astronomie, télégraphe, biogenèse, calculus, gravité, toutes sortes de concepts ont été développés par des croyants qui étaient en train de découvrir la science et la sagesse de Dieu, dont j'ai fait mention au début en Romains 11, 3. Oui, les merveilles de Dieu nous dépassent. Les merveilles du Créateur nous dépassent, mais nous amènent dans une réflexion à considérer comment grand est le Créateur et comment il doit nous aimer
pour nous avoir créés, pour être capable de le trouver à travers sa création. Prochaine émission, on va regarder en détail les arguments du côté évolutionniste pour expliquer, pour défendre leur théorie et comment on peut répondre à ces arguments-là. À la prochaine!